Merci beaucoup en fait pour ta disponibilité. Il y a pas mal en fait de personnes qui sont réunies aujourd'hui, justement en fait pour découvrir les dispositifs en fait qui sont mis en place par l'État pour aider à la création de l'emploi. Donc, on va en fait découvrir avec toi enfin, ce dispositif et qu'en est-il aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y a en fait comme dispositif et similaire qui permettent en fait d'encourager les jeunes de notre diaspora pour venir investir en Algérie. Donc, à toi la parole, Monsieur Amran. Merci, Ahmed. D'abord, je te félicite pour cette initiative qui me permet aujourd'hui de discuter avec nos compatriotes jeunes de la diaspora et de leur parler d'un dispositif qui pourrait leur permettre à eux, comme il l'a permis à d'autres jeunes de la diaspora avant eux, de pouvoir s'insérer dans la vie active dans leur pays d'origine par la création d'une entreprise. D'abord, je suis heureux de me retrouver avec eux. Je vais en premier lieu vous faire une présentation de ce dispositif, de sa genèse, de ce qu'il apporte comme soutien pour la création de micro-entreprises que nous appelons ou vous appelez aussi TPE, les très petites entreprises, puisque les TPE sont définies comme étant des entreprises qui créent moins de 10 emplois, jusqu'à 9 emplois, mais qui sont aussi définies par d'autres critères que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Chez nous, la micro-entreprise aussi, elle est définie par, en tout cas dans ce dispositif, par un niveau d'investissement. En termes de création d'emplois, même si en moyenne, au démarrage de ces micro-entreprises, c'est généralement 3 emplois au démarrage, mais un certain nombre de petites entreprises ont pu quand même évoluer et devenir de véritables PME. Moi-même qui ai présidé aux destinées de ce dispositif français tout au début, j'ai eu à le gérer pendant une dizaine d'années et j'ai vu donc des centaines, sinon des milliers de jeunes passer par ce dispositif et pour un certain nombre d'entre eux réussir leur aventure, hein, parce que créer une entreprise à l'époque, ça remonte à 96, 97, créer une entreprise à l'époque n'était pas une sinécure. Les conditions économiques de notre pays à ce moment-là étaient extrêmement difficiles et le fait que des jeunes tentent l'aventure et la réussissent montre qu'il y a des opportunités dans notre pays et il y a des jeunes qui sont capables de mener à bout des idées de projets, de les concrétiser et ensuite de les faire évoluer. Je pense qu'on reviendra sur ces aspects-là quand vous aurez à poser des questions. Alors, ce dispositif en siège, tout à l'heure j'ai eu une discussion avec Ahmed, nous venons d'être informés qu'il va subir quelques transformations, quelques modifications, ce qui est tout à fait normal pour un dispositif qui aujourd'hui est âgé de 23 ans. Déjà, pendant ces 23 ans, ce dispositif a subi des modifications qui étaient destinées à améliorer les accompagnements et à prendre en charge les contraintes, les limites qui surgissent tout au long d'un dispositif pareil, que ce soit du dispositif lui-même ou à l'environnement de la création des très petites entreprises. Chaque période est une période d'halte qui nous permet de réfléchir et de voir comment au mieux faire évoluer ce dispositif et tenir compte du contexte de l'heure. Actuellement, l'ANSEJ est mise sous le parrainage, la tutelle ou l'autorité d'un nouveau ministère délégué qui a été créé spécialement pour ce dispositif ANSEJ et spécialement pour la création de micro-entreprises, de très petites entreprises, qui est un ministère délégué à la micro-entreprise et aux start-up. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle configuration qui est en cours. Il y a une nouvelle appellation qui est même décidée. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai entendu les informations qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle phase dans laquelle va rentrer ce dispositif ANSEJ. Mais cela ne nous empêche pas
de parler de ce dispositif tel qu'il est conçu aujourd'hui. Ensuite, évidemment, vous resterez en veille par rapport à tout ce qui peut être apporté comme modification et il faut l'espérer, et c'est ce qui est recherché, tous les changements qui seront opérés à ce dispositif, c'est pour de meilleures facilitations, pour améliorer son environnement et améliorer la prise en charge des jeunes qui veulent s'insérer dans ce dispositif. Alors, l'ANSEJ a été initié, créé en 1996. C'était une époque extrêmement difficile pour notre pays. Nous avions à l'époque entre 200 et 250 000 jeunes qui arrivaient chaque année sur le marché du travail. Nous étions en plein de difficultés financières avec ce qu'on appelait à l'époque le programme d'ajustement structurel, la Banque mondiale, le FMI, les réformes, etc., qui ont été opérées. Nous avions assisté à un désinvestissement qui était très prononcé et nous avons assisté même à des compressions de personnel au niveau des sociétés qui étaient pour l'essentiel publiques à l'époque. Alors c'est dans ce contexte-là et dans ce cadre-là qu'a été créé ce dispositif pour prendre en charge une partie de ces jeunes qui en général sortent du système formation-éducation, université, centre de formation professionnelle, institut de formation professionnelle, et qui avaient des idées, qui voulaient s'en sortir par la création de leur propre emploi qu'on a appelé la micro-entreprise. Alors, ce dispositif apporte un certain nombre de soutiens. Il y a deux catégories de soutien si on pense à la partie financement d'une entreprise, financement de la création d'une entreprise. C'est un soutien à la création de l'activité. À l'époque, au démarrage en 96-97, il n'y avait que cette option. Mais en 2003, on s'est rendu compte que beaucoup de ces jeunes entreprises avaient réussi et étaient dans une phase d'expansion. Et on avait jugé utile à l'époque de les accompagner aussi dans cette expansion et de leur assurer l'extension de leur activité par aussi des financements. La deuxième partie du soutien, en plus évidemment de l'accompagnement des porteurs de projets, il y a un réseau de structures de l'ANSEJ à travers tout le territoire national et ce dispositif ANSEJ était ouvert et encore ouvert aux jeunes de la diaspora parce qu'on a vu déjà à l'époque des jeunes venir d'un peu partout et rentrer au pays par la création d'une entreprise. Il y a donc des avantages fiscaux et parafiscaux. Il y a des avantages au titre de la réalisation de l'entreprise. Vous savez très bien, quand on crée une entreprise, on doit s'équiper par rapport à l'activité qui est projetée, on doit acheter des équipements pour démarrer son activité et les équipements, l'achat d'équipements en général est adossé à des taxes. Parmi ces taxes, il y a la TVA. Lorsque ces équipements ne se trouvent pas sur le marché local et sont importés, il y a des frais de douane. Donc, le dispositif apporte une défiscalisation par rapport à ça, des taux de douane très réduits, ce qui permet de réduire le coût de l'investissement et, par conséquent, réduit le montant du financement. Deuxième aspect des avantages, c'est au démarrage de l'activité, pendant des périodes qui peuvent aller de 3 années à 10 années, selon le lieu de localisation de l'activité, les entreprises créées bénéficient d'une défiscalisation totale de l'activité. Ça veut dire pendant 3 ans, 6 ans ou 10 ans, selon le lieu d'implantation, l'entreprise ne paye pas d'impôts. Ça lui permet d'améliorer la rentabilité de son activité et de pouvoir s'insérer dans le marché, partant du fait que nous sommes dans un marché ouvert, nous l'étions, nous le sommes toujours, et nous le serons davantage dans un marché ouvert qui est ouvert aussi aux produits importés. Et pour permettre à ces jeunes entreprises de pouvoir s'en sortir dans des conditions pareilles, l'État les aide par une défiscalisation pour leur permettre d'améliorer leur activité et par conséquent leurs produits, qu'ils soient matériels ou de services. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les activités qui peuvent bénéficier de ce dispositif sont des activités de production de biens et de services. Il y a de temps à autre de la régulation qui est faite par le dispositif, par l'institution qui le gère,
pour geler certaines activités. Vous savez que quelquefois, il y a une forme de mimétisme. Quand une activité réussit, tout le monde veut aller vers cette activité. Et à un certain moment, lorsqu'il y a trop de projets dans cette activité qui risquent de remettre en cause la rentabilité même de cette activité sur le marché national. Alors là, il y a de temps en temps des gels d'activités pour voir comment ça évolue. C'est une forme de régulation et pour ne pas pousser les jeunes à aller vers des activités qui pourraient sembler être, entre guillemets, même si je n'aime pas ce mot, saturées, pour leur permettre d'essayer de voir d'autres créneaux qui seraient beaucoup plus rentables et accessibles pour eux. Ça, c'est très rapidement du point de vue des avantages fiscaux et parafiscaux. Alors évidemment, la création d'entreprises, il y a ce qu'on appelle, il y a tous ces avantages-là, mais il est clair que pour bénéficier de ces avantages, le jeune doit remplir un certain nombre de conditions. C'est un dispositif qui est adressé aux jeunes entrepreneurs et par conséquent, ces avantages-là, pour y bénéficier, il faut répondre à certaines conditions. Il y a d'abord la condition de l'âge. L'âge peut aller de 19 à 35 ans et l'âge limite de 35 ans peut être aussi poussé jusqu'à 40 ans pour le gérant de l'entreprise si l'entreprise crée 3 emplois ou plus. Et quand on sait que la plupart des activités en moyenne 3 emplois, mais pour la plupart créent plus que 3 emplois, ça veut dire qu'on peut considérer que l'âge varie entre 19 et 40 ans. C'est vrai qu'on peut se dire à quel âge on est plus jeune, puisqu'on dit que c'est un dispositif qui est adressé aux jeunes. La limite en elle-même peut être arbitraire, mais elle a été fixée à 35 ans et aussi à 40 ans pour le gérant quand ça crée plus de 3 emplois. On le verra après, nous avons pensé aussi à ceux qui dépassent cet âge. Il y a un dispositif qui les concerne, on en parlera tout à l'heure. Il faut aussi avoir la qualification par rapport à l'activité projetée. Évidemment, si on veut réussir dans une entreprise, il faut au moins maîtriser le savoir-faire dans ce type d'activité. Et ce savoir-faire peut être un diplôme, peut être une attestation qu'on a activé dans ce dispositif. L'essentiel, c'est qu'on puisse montrer qu'on a un savoir-faire par rapport à l'activité projetée. C'est un dispositif qui est adressé à des jeunes qui n'ont pas d'emploi par ailleurs, qui n'ont pas d'entreprise par ailleurs. On appelle communément le chômeur, même si le mot chômeur est impropre parce que les jeunes ne sont pas complètement chômeurs, il faut plus dire qu'ils sont à la recherche d'un emploi. Il y a aussi, comme il y a un coût d'investissement, j'avais oublié de dire que la micro-entreprise, dans le cadre de ce dispositif, on peut aller jusqu'à un coût d'investissement de 10 millions de dinars. 10 millions de dinars, ce qui équivaut au taux de change actuel officiel à peu près à 70 000 euros. Donc, c'est des petites entreprises dont le coût total peut aller jusqu'à 70 000 euros. Donc, une des conditions, c'est que le jeune apporte des fonds propres pour son projet. Si ces fonds propres étaient jusqu'à il y a quelques années assez lourd pour le jeune, aujourd'hui, il a été revu et on peut dire qu'il est pratiquement insignifiant. Pour un projet dont le coût d'investissement va jusqu'à 5 millions de dinars, le jeune doit mobiliser 1%. Alors, 1% de 55 millions de dinars, ce n'est pas très élevé, donc on peut les mobiliser. On va dire c'est presque un financement à zéro fonds propres, mais il y a quand même une implication de 1%. Si le projet va de 5 millions à 10 millions de dinars, le jeune mobilise 2%. Ce qui est facilement mobilisable. Pour 10 millions de dinars, on doit mobiliser 200 000 dinars, ce qui n'est pas important. Donc ça, c'est une condition aussi d'accès à ce dispositif. Et aussi, on peut dire que le financement se fait aussi selon un certain nombre de critères. Il y a aussi... Il faut savoir que l'aide de ce dispositif n'est pas cumulatif avec d'autres dispositifs. Si un jeune a déjà bénéficié d'un dispositif, il ne peut pas venir au dispositif ENSEJ pour bénéficier une deuxième fois. J'ai dit tout à l'heure que s'il a bénéficié de l'ENSEJ et qu'il a réussi, elle peut l'accompagner, cette institution peut l'accompagner dans l'extension de son activité. Ça, c'est les conditions d'accès
à la création de l'entreprise. Mais quand il est dans une phase d'extension de son activité, il y a un certain nombre de critères qui sont plus liés à l'activité elle-même et qui concernent d'abord, il faut qu'il ait consommé totalement la phase de défiscalisation, les 3 années ou 6 années ou 10 années, qui ne soit plus sous le coup de la défiscalisation. Il faut qu'il ait remboursé aussi au moins 70% de son crédit bancaire et au moins 50% de son crédit en siège. Et on va en parler tout à l'heure pour voir quel est le niveau de chacun de ces deux apports. Ça, c'est dans le cadre d'un financement triangulaire. J'expliquerai tout à l'heure qu'il y a 3 types de financement. Il y a aussi, quand on veut aller vers une extension, il faut présenter les 3 derniers bilans excédentaires pour montrer que notre entreprise marche bien et qu'elle a besoin de s'étendre. Et pour s'étendre, elle a besoin aussi de financement et d'un accompagnement. Alors, pour ce qui concerne le nerf de la guerre, le financement, il y a 3 types de financement. Il y a ce qu'on appelle le financement triangulaire qui fait intervenir 3 parties. J'ai dit tout à l'heure, le jeune par des fonds propres, un apport personnel qui est de 1% ou de 2%. Il y a l'ANSEJ qui accorde entre soit 28%, soit 29% dans le premier cas, ou 28% du montant de l'investissement à taux zéro, sans taux d'intérêt. Ensuite, il y a la partie bancaire qui équivaut à 70%. Évidemment, la banque, pour qu'elle marche, elle demande un taux d'intérêt, mais le jeune ne paye rien comme intérêt. Il paye 0 intérêt sur le crédit bancaire. Il est totalement bonifié par l'ANSEJ. C'est l'ANSEJ qui s'occupe du taux d'intérêt, pas le jeune. Il y a aussi le financement qu'on a appelé financement mixte, qui ne fait pas intervenir la banque, puisque à l'époque, on a eu des jeunes qui ont dit « je ne veux pas du crédit de la banque, je peux me débrouiller pour réunir le montant qu'aurait mis la banque, mais je préfère le mettre moi-même et ne pas passer par la banque ». Et donc, on a ouvert ce qu'on appelle le financement mixte, qui fait intervenir le jeune et l'ANSEJ. L'ANSEJ accorde les 28 ou 29% de crédit sans intérêt, et le reste, c'est-à-dire 71 ou 72%, c'est le jeune qui les apporte en numéraire, donc qui lui permet de financer son projet. Nous avons également ouvert un 3e type de financement. Il y a eu des jeunes aussi qui étaient dans l'informel, il faut le dire, il ne faut pas se le cacher, mais qui ont trouvé en ce dispositif ANSEJ un canal pour pouvoir se formaliser, et ils ont vu qu'il y avait un accompagnement avec des avantages aussi multiformes d'accompagnement fiscaux, parafiscaux et même de l'accompagnement post-création. Ils se sont dit, on va créer une entreprise, se formaliser, créer une entreprise, et on apporte la totalité du financement. Et donc, on a ouvert ce qu'on a appelé l'autofinancement total par le jeune. Et dans ce cas-là, le jeune bénéficie de l'accompagnement, bénéficie des avantages fiscaux au titre de la réalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et au titre de l'exploitation, une défiscalisation de son activité. Et donc, il y a eu aussi pas mal d'activités d'entreprises qui ont été créées en autofinancement total par le jeune. Il y a aussi 2 types de financement dans ce que j'ai appelé tout à l'heure l'extension de l'activité. Il y a le financement triangulaire et le financement mixte, et ils sont dans les mêmes conditions et répondent aux mêmes critères que le financement de la création de l'activité tout à fait au début. Il y a aussi, depuis quelques années, j'ai dit tout à l'heure que l'ANSEJ a évolué, elle n'est pas celle qui prévalait à sa création, elle a évolué en 2003, elle a évolué à d'autres périodes, et à chaque fois qu'on a senti qu'il y avait un besoin, qu'il y avait une contrainte à lever, qu'il y avait des limites à régler, eh bien, il y a eu de nouvelles dispositions qui sont venues se greffer à ce dispositif ANSEJ. Alors, il y avait un problème, c'est quand on crée une entreprise, il faut bien l'abriter quelque part. Et donc, trouver un local en location. Avant, la location était financée dans la structure de l'investissement et ça rentrait dans le coût de l'investissement. Aujourd'hui, l'ANSEJ peut financer la location d'un local jusqu'à hauteur de 500 000 dinars. Et c'est fait en dehors du financement de l'investissement.
Ça, c'est en plus. Si un jeune trouve un local, il veut le financer, il bénéficie d'un prêt. Et ce prêt est toujours sans intérêt pour le jeune, parce que c'est l'enseigne qui l'accorde ce prêt pour le financement de la location d'un endroit, d'un local, pour abriter son activité. Il y a aussi des activités qui peuvent être montées par un groupe. Vous avez ce qu'on appelle les activités groupées, un groupe de médecins ou un groupe d'architectes ou un groupe d'ingénieurs qui veulent abriter leur activité sous le même lieu. Alors là aussi, l'ANSEJ accorde un prêt pour la location de cet endroit, mais là, comme ils sont deux ou plusieurs, le prêt de location, il est plus élevé, il est de 1 million de dinars. C'est aussi un prêt pour la location qui est sans intérêt. Il y a aussi pour les petites activités, on ne va pas dire petits, mais il y a certains métiers qui ne nécessitent pas de local. C'est des métiers qui sont mobiles, qui ont besoin surtout d'un véhicule. Quand vous avez un plombier, un électricien, etc., il a besoin d'un véhicule, de type véhicule utilitaire, pour se déplacer. Et l'aménagement de ce véhicule, pour pouvoir mettre son outillage, etc., il est financé par un prêt sans intérêt de l'ANSEJ qui peut aller aussi jusqu'à 500 000 dinars. Ça, c'est les trois autres accompagnements financiers qui viennent en plus des crédits qui sont accordés pour le financement de la création d'activités. Alors, là, j'ai donné un aperçu comment créer une entreprise dans le cadre de l'ANSEJ. Il y a des entreprises qui réussissent. Il y a des entreprises qui réussissent moins, il y a des entreprises qui échouent. Un jeune, il était déjà au chômage, il rentre dans ce dispositif pour créer une entreprise et il n'a pas réussi. Le marché n'a pas répondu à son activité ou pour une raison ou pour une autre, son entreprise n'a pas fonctionné. Il a des dettes, il a un crédit contracté auprès de la banque, il a un crédit contracté au niveau de l'ANSEJ, donc ces crédits-là doivent être remboursés. Mais ce n'est pas le jeune qui les rembourse. Lorsqu'on se rend compte que réellement, il y a eu volonté de travailler, que le jeune a travaillé, que son entreprise, ses équipements sont là, sur site, etc., mais ça n'a pas marché. Vous savez qu'une entreprise, c'est comme une vie humaine. Il y a une naissance, il y a une mort. Entre les deux, il y a l'espérance de vie. Il y a des entreprises qui durent très longtemps. Il y a des entreprises dont l'espérance de vie est très réduite. Surtout les premiers, partout dans le monde, on dit que les mois les plus difficiles, c'est les 18 premiers mois d'une entreprise de dimension TPE, PME. Et donc, il y a des entreprises qui échouent. Et à partir de là, nous avons mis en place un mécanisme qui s'appelle le fonds de garantie. C'est lui qui supplée le jeune pour le remboursement de son crédit banque et de son crédit ANSEJ. C'est la volonté publique de faire en sorte que le jeune, s'il ne réussit pas, il ne se retrouve pas encore une fois au chômage, mais en tant que chômeur endetté. Alors, voilà brossé très succinctement, parce que nous avons un temps qui nous est imparti pour ce webinaire, et on va laisser le plus gros aux questions-réponses, au débat que nous aurons. Ce que je repréciserai tout simplement, comme je l'ai dit au début, et je vais le redire aujourd'hui, il se pourrait que ce dispositif prenne une autre forme. Il est clair qu'il va prendre une autre appellation. Ça, on a déjà de l'information là-dessus, mais il y aura peut-être une plus grande prise en charge dans l'aspect formation et former l'esprit entrepreneurial du jeune, etc. Et donc, il y aura une nouvelle configuration, mais fondamentalement, le dispositif restera toujours avantageux aux jeunes. Il y a eu des jeunes qui ont commencé, qui ont réussi. Rien que mon expérience, moi j'ai été directeur général de l'ANSEJ de 1998 à 2007. Ensuite, j'ai fait une interruption de 7 ans. Je suis revenu comme directeur général de la PME dans un ministère. Et là, j'ai retrouvé de véritables PME qui étaient des micro-entreprises quand moi, je m'occupais de l'ANSEJ. Ça veut dire que vous avez toutes les chances de réussir. Il faut une idée, il faut une volonté, et puis il faut persévérer. Le parcours, des fois, n'est pas très facile, mais il faut persévérer et il y a toujours la réussite au bout. Voilà. Merci, merci Abdelghani. Vous m'entendez là, en fait, tous? Pas de souci? Oui, oui, on vous entend.
pas de souci. Oui. Merci beaucoup, Abdelrani, pour ces explications. En fait, on voit bien que l'enseigne a été mise en place pour faciliter la création de richesse en Algérie, la création de l'emploi. Par contre, aujourd'hui, en fait, beaucoup de jeunes en fait, issus de la diaspora se demandent, en fait, il y a une question que je viens de voir, est-ce qu'en fait, ce dispositif, il est destiné aussi pour les jeunes de la diaspora, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui est algérien mais qui vit en fait en France ou qui est parti trop jeune, est-ce qu'en fait il a le droit de bénéficier en fait de cet avantage? Bien sûr, je l'avais dit très rapidement au début, c'est un dispositif qui est adressé aux jeunes Algériens. Et les jeunes Algériens de la diaspora sont aussi concernés par ce dispositif que les jeunes Algériens résidant en Algérie. Ce dispositif, dès le début, j'avais ouvert le site web de ce dispositif à l'adresse aussi de la diaspora. Et ce site web de l'enseigne nous a permis de faire revenir pas mal de jeunes qui vivaient au Canada, en France, aux États-Unis, en Angleterre, et on mesurait donc le retour de ces jeunes vers leur pays par la création d'entreprises. Et donc ce dispositif a toujours été ouvert aux jeunes qui sont non résidents dans leur pays, qui résident dans d'autres pays, qu'on appelle aujourd'hui les jeunes de la diaspora. Complètement ouvert à eux ce dispositif. Et dans les mêmes conditions que les autres jeunes. D'accord, très bien. Il y a une autre question en fait par rapport à l'âge. Est-ce qu'il y a en fait, parce qu'on sait que l'enseigne il est fait pour les moins de 35 ans, je crois. Donc, est-ce qu'en fait il y a d'autres dispositifs similaires qui permettent en fait aux plus de 35 ans de bénéficier des mêmes avantages fiscaux et du même accompagnement? Tout à fait. Alors, j'ai dit tout à l'heure, ce dispositif va de 19 jusqu'à 35 ans avec possibilité de pousser l'âge limite du gérant jusqu'à 40 ans. Ça a été que ça jusqu'en 2004. En 2004, on a pensé à ceux dont l'âge dépassait les 35 ans. Et on a créé un autre dispositif qui est en tout point de vue aujourd'hui identique à celui de l'enseigne et qui touche les personnes qui sont âgées jusqu'à 50 ans. Donc, entre la limite de l'enseigne et 50 ans, il y a un autre dispositif qui aujourd'hui est en tout point identique du point de vue financement, des avantages fiscaux, etc., mais qui est géré par une autre institution qui s'appelle la CNAC. C'est CNAC, c'est la Caisse nationale d'assurance chômage qui a été créée en 1994 pour soutenir tout. Un problème de son. Ah, on vous entend On vous entend plus, monsieur Abdelrani. Monsieur Abdelrani? Monsieur Abdelrani, on vous entend plus. Ah, je crois que là, vous m'entendez? Oui, oui, là c'est bon. Oui, oui, c'est bon. On vous entend, oui. Je pense que je vais reprendre parce que à la question de ceux qui dépassent l'âge de l'enseigne. Oui, c'est ça. La première question, j'ai répondu, vous m'avez entendu concernant les jeunes de la diaspora, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de ce dispositif? Est-ce que vous avez entendu ma réponse à ce sujet? Oui. Vous êtes arrivé au sujet de la CNAC. Maintenant, on revient à la CNAC. Oui, La CNAC, c'est un dispositif qui existe depuis 2014, mais il avait d'autres missions. Mais en 2004, on s'est intéressé, je pousse mon curseur, c'est lui qui a coupé mon micro. Alors, on s'est intéressé, les pouvoirs publics, pour toucher ceux qui dépassent l'âge de l'enseigne. C'est-à-dire, au-delà de l'âge limite de l'enseigne, ça peut aller jusqu'à 50 ans. Et aujourd'hui, ce dispositif qui est mis en œuvre par la CNAC, la Caisse nationale d'assurance chômage, est en tout point identique à celui de l'enseigne. Donc, il fonctionne de la même manière. Le niveau de l'investissement, c'est jusqu'à 10 millions de dinars. Il y a la création, il y a l'extension. Les différents types de financement, c'est les mêmes. Les avantages fiscaux sont les mêmes. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs ou un dispositif qui concerne deux institutions qui accompagnent la création d'entreprises pour ceux qui ont l'âge de 19 jusqu'à 50 ans. Il y a un troisième dispositif dont je n'ai pas voulu parler,
qui concerne ce qu'on appelle les microcrédits. Les très petits crédits pour les petits métiers, les femmes au foyer, ceux qui sont dans les métiers, les produits du terroir, etc. Là aussi, il y a un troisième dispositif, mais ce dispositif-là, c'est pratiquement sans limite d'âge. C'est à partir de 18 ans. Donc, il n'y a pas de limite d'âge supérieure dès le moment où la personne est en capacité de faire un petit projet, soit chez elle, soit dans le village ou là, pour améliorer le revenu de la famille. Le microcrédit, c'est une démarche qui existe un peu partout. La première expérience qui a réussi, c'est au Bangladesh. Ensuite, maintenant, en Europe, il y a ce qu'on appelle la planète Star. En Afrique aussi, il y a des dispositifs similaires. Voilà. Pour les plus de 35 ans, 40 ans, il y a la CNAC qui offre les mêmes avantages et le même dispositif que celui de l'ANSEJ. Très bien. Merci pour ces explications. En fait, il y a une question qui se pose et se repose souvent, c'est par rapport au diplôme, parce qu'on sait que en fait, la majorité des jeunes ici de la diaspora, ils ont eu en fait leurs études en France ou à l'étranger de manière générale. Et ils ont eu leur diplôme en fait à l'étranger. Donc, est-ce qu'en fait, avec ces diplômes-là, ils peuvent accéder aussi au dispositif ANSEJ, sachant que dans le domaine souhaité par le demandeur en fait, qui veut bénéficier du dispositif? Ben, écoutez, dès le moment où ce dispositif est ouvert aussi aux jeunes Algériens de la diaspora et que ce dispositif a énoncé un certain nombre de conditions ou de critères d'accès, il est clair que la question du diplôme, un jeune établi en France, en Italie, en Angleterre, un peu partout, il a fait une formation, il a fait des études, et bien le diplôme obtenu à l'issue de ces formations et de ces études, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays où réside ce jeune Algérien, sont reconnus en Algérie. La question, je pense que c'était un peu pour… la personne a dû penser à cette fameuse question de la réciprocité. Non, nous ne faisons pas cette réciprocité aux jeunes Algériens qui veulent investir chez eux. Ils ont un diplôme en électricité, en électronique, dans l'économie numérique, quel que soit le métier, ils peuvent rentrer en Algérie, leur diplôme. Parce qu'en fait, ce qui est recherché, ce n'est pas le bout de papier qu'on appelle diplôme, c'est leur capacité à eux de pouvoir réussir une activité. Et pour cela, il faut qu'ils aient les aptitudes par rapport à la nature de cette activité. Donc, réponse positive, affirmative, le diplôme acquis par ces jeunes Algériens à l'étranger est tout à fait valable chez nous. D'accord. Il y a une question par rapport au secteur économique. Est-ce qu'en fait, ce dispositif est ouvert pour tous les secteurs économiques? Alors, je vous demande juste en fait, de couper vos micros, comme ça, en fait, il n'y aura pas de perturbation du webinaire. Merci. Donc, je repose la question à M. Abdrani. Oui. Par rapport au secteur économique, est-ce que ce dispositif est ouvert à tous les secteurs économiques en Algérie? Bien sûr, évidemment. J'ai dit que toutes les activités de production de biens ou de services sont ouvertes à ce dispositif, à l'exception d'une activité. Et là, c'est la réglementation, ce n'est pas mon avis que je donne, c'est l'activité purement commerciale, achat et revente en l'état. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais que vous voulez, c'est le dispositif qui le dit, mais je suis persuadé qu'à un certain moment, même l'activité commerciale, purement commerciale, achat et revente en l'état, je ne parle pas import, ou, etc., hein, ça c'est exclu de tous les dispositifs d'ailleurs, pas que celui de l'ANSEJ. Mais ouvrir un magasin pour vendre des produits, aujourd'hui le dispositif ANSEJ ne le permet pas, mais je suis confiant qu'à un certain moment on va comprendre que c'est une activité qui est aussi nécessaire que l'activité de production. Parce que c'est aussi simple que ça, un produit, qu'il soit matériel ou immatériel, suit un cycle, depuis la recherche-développement jusqu'au consommateur. Et il y a des segments, et le dernier segment, c'est celui de la distribution, c'est la sphère commerciale. Et donc, j'espère qu'à un certain moment, on réintégrera la sphère commerciale dans le bénéfice de ce dispositif. Pourquoi? Parce que, en plus, plutôt, l'informel, il est dans la sphère commerciale.
Et la meilleure manière, moi j'aime pas dire lutter contre l'informel, parce qu'on ne lutte jamais contre l'informel. Et il faut avoir une approche inclusive. Il faut lui ouvrir des pistes pour que lui-même ait la volonté de se formaliser. Quelqu'un qui vend des produits à la sauvette ou sans registre commerce ou sans existence légale, si vous lui dites que je peux t'accompagner, te financer, et tu ouvres une épicerie ou un magasin pour vendre des produits, et à partir de là, il se formalise, il aura une existence, il aura une adresse, il bénéficiera des avantages fiscaux, mais à un certain moment, quand la période sera terminée, il deviendra un sujet fiscal qui paiera ses impôts pour l'État algérien. Donc, jusqu'à aujourd'hui, toutes les activités de production de biens et de services, quel que soit le secteur économique, est ouverte, à l'exception de l'activité purement commerciale, sauf que j'ai dit tout à l'heure en commençant qu'il y a certaines activités, le dispositif décide à un moment donné de les geler provisoirement parce qu'il y a une saturation où il faut réguler. Aujourd'hui, si je prends l'activité transport, il y a eu beaucoup de projets dans ce secteur, qu'ils soient transport de voyageurs, marchandises, frigorifiques ou des sociétés de location de véhicules qu'il faut intervenir. Là, il y a eu énormément. Je pense qu'au bout d'un certain moment, quand on verra que ces activités se sont stabilisées, qu'il y a une nouvelle demande, ça sera réouvert parce que c'est ça le propre de la régulation. Un jour en gel et un autre jour. Ceci étant dit, les jeunes qui se posent ces questions. Aujourd'hui, on fait un webinaire, je suis là présent avec vous. D'abord, j'ai beaucoup fréquenté les jeunes dans ma vie professionnelle, pas uniquement dans le cadre de l'ENSEJ. Et dès le moment où je suis sollicité pour apporter le peu d'expérience que j'ai pour aider des gens, je le ferai volontiers, quel que soit le moment où on me fait la demande. Mais il y a aujourd'hui un site web, ensej.org.dz, qui vous donne toutes ces informations que je suis en train de vous communiquer dans le détail. Mais il y a aussi dans ce site des espaces où vous avez un certain nombre d'idées de projets. Vous avez aussi dans ce site un FAQ, questions-réponses. Vous avez aussi la possibilité, à travers ce site, puisque vous êtes pour l'instant en dehors du pays, vous pouvez vous inscrire au niveau de l'ENSEJ et communiquer avec les gens de l'ENSEJ, poser des questions, y compris pour la constitution de votre dossier. Donc, vous avez un site ENSEJ à votre disposition qui vous permet d'avoir toutes les informations et de rentrer en contact de manière directe avec l'ENSEJ et ceux qui sont à l'ENSEJ, les collaborateurs qui sont dans l'ENSEJ. Donc, pour le secteur économique, oui, tout est ouvert. Très bien. Merci beaucoup. Très bien, merci, merci pour ces informations. En fait, il y a beaucoup de questions. Malheureusement, en fait, on ne peut pas retenir plus que ça, parce qu'en fait, c'était prévu de 45 minutes. Donc là, on a largement dépassé, on est à 48 minutes. Donc, en fait, je vous demande juste de continuer en fait, la discussion sur notre groupe Slack. Donc, M. Abdelghani est en fait un membre de notre groupe, donc il peut en fait répondre à vos questions par la suite. Et bien sûr, en fait, le webinaire il sera enregistré et rediffusé en fait sur notre chaîne YouTube. Il y aura certainement en fait par la suite des interactions par rapport à cette intervention et pour vous poser des questions, les questions que vous voulez sur. Donc, M. Abdelghani, est-ce que vous pouvez en fait rajouter quelque chose à la fin avant de finir en fait ce que tu viens de dire, il est clair qu'un webinaire de 45 minutes, on ne pouvait pas aborder toutes les questions liées à ce dispositif et tous les questionnements que se posent nos jeunes frères algériens qui sont dans la diaspora. Moi, je reste disponible. Hein. Faites disons, le condensé de toutes les questions auxquelles on n'a pas encore pu répondre. Et même s'il y a des questions qui peuvent survenir demain, après-demain ou dans quelques jours, je me verrai, j'aurai un plaisir à vous répondre lorsque j'ai la réponse. Sinon, je me ferai un plaisir aussi de vous orienter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si j'ai un dernier mot, c'est ce que je disais il y a de cela une quinzaine d'années, puisque moi j'ai quitté l'ENSEJ en 2007.
quand je recevais les jeunes qui voulaient s'engager dans ce dispositif, je posais la question suivante. Est-ce que tu as fait ton service militaire? S'il me dit je ne l'ai pas fait, ben je lui dis tu vas connaître comment on appelle ça, le parcours du combattant avec l'enseigne. Mais va jusqu'au bout. Parce que si dans le service militaire, le parcours du combattant, tu le feras jusqu'au bout. Alors, fais ce parcours jusqu'au bout. Rien n'est facile. C'est vrai que la bureaucratie, c'est un concept international, hein, ce n'est pas un concept algérien. Et peut-être il y a plus de bureaucratie. Moi, j'ai vécu en France, j'ai fait un master en France, j'ai vu que la bureaucratie là-bas, on ne les envie pas. D'accord? Mais je leur dis, poursuivez. Et quand ils terminent leur entreprise, ils réussissent. Quand je les revois, parce que le contact était permanent, on organisait régulièrement des salons régionaux, des rencontres, des journées portes ouvertes, un salon national tous les 2 ans. Lorsque je les rencontrais heureux d'avoir réussi leur entreprise, je leur dis alors, eh ben, ce parcours du combattant a été un véritable apprentissage pour eux et c'est ce parcours du combattant qui leur a permis ensuite, parce qu'ils ont persévéré, ils se sont battus jusqu'au bout et c'est ce qui leur a permis aussi de réussir l'entreprise. Alors, d'autres se sont engagés avec vous, qu'ils soient résidents en Algérie ou faisant partie de la diaspora et qui ont réussi. J'ai raté le dernier webinaire puisque c'était un jeune qui avait réussi, Qaïdi, qui avait fait un peu la présentation de sa success story. De temps en temps, peut-être que moi-même, je vous mettrai en relation avec des jeunes qui ont réussi leur entreprise et qui vous raconteront aussi leur success story. Parce qu'à l'époque, je disais aussi, la meilleure façon de convaincre un jeune que cela est possible pour lui, c'est un autre jeune qui vient lui raconter comment lui a créé son entreprise et comment il l'a réussi. Alors, mon dernier mot, c'est que je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous dis, engagez-vous. Si vous avez une idée, faites maturer votre idée, évidemment. Faites un peu une analyse de ce qu'il y a sur le marché algérien. Et là, je ne vous apprendrai pas grand-chose si je vous disais que les opportunités qui existent dans notre pays sont énormes. Je vous donne un indicateur. Nous sommes arrivés à importer jusqu'à 60 milliards de dollars par an. Si on importe autant par an, vous savez ce que c'est que 60 milliards de dollars pour un pays tel que l'Algérie, c'est énorme. Ça veut dire que beaucoup de choses sont à faire, pour ne pas dire tout est à faire. Donc le champ est ouvert. Le champ est ouvert et je sais que parmi la diaspora algérienne de jeunes à l'étranger ont des aptitudes, ils ont des formations, parce que je les ai vus à l'œuvre. Hein. Je les ai vus à l'œuvre dans tous les secteurs d'activité quand ils sont revenus dans leur pays. Je pense que vous avez tous les atouts en main pour réussir. Et puis après tout, votre pays, un beau jour, vous allez revenir. Alors revenez pendant que vous êtes jeune et participez aussi à la relance de notre économie parce qu'elle en a besoin. Et notre économie ne sera pas relancée qu'avec les résidents, elle sera relancée avec tous ces enfants. Et aussi ceux qui sont à l'étranger parce que vous soyez de première ou de deuxième génération ou que vous soyez parti d'Algérie il y a quelques années pour des études, vous êtes des Algériens qui avaient l'amour de votre pays et surtout que vous allez faire rencontrer 2 choses. Cet amour de votre pays et aussi la volonté de créer une entreprise dans votre pays, participer à la croissance de votre pays parce que, encore une fois, cette Algérie a besoin de tous ses enfants, de tous ses fils et beaucoup plus des jeunes que de ceux qui ont mon âge. Voilà. Merci, J'ai un projet pour mettre fin à la bureaucratie algérienne. Ah ben c'est excellent. C'est excellent. On en parlera avec plaisir, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur. Vous savez, un jour, parmi les banquiers qui ont travaillé avec moi, les présidents de banque, il y avait un banquier qui avait dit, qui avait repris une citation, c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Alors, vous pourrez contribuer par votre projet à l'atténuation, on va dire, de la bureaucratie. À vous, Ahmed. Moubarak, merci. À vous, Mohamed Msmoudi. Au fait, moi, je dis à tout le monde bienvenue.
Je suis comme vous, je suis à l'étranger et je suis là-bas aussi. Donc, ça fait 10 années que je fais la navette entre Sétif et Lyon. Et j'ai une activité actuellement en cours de réalisation. Et je n'ai pas lâché, malgré les problèmes bureaucratiques, malgré l'éloignement. Et j'ai pu carrément monter mon affaire et ça marche très bien. Donc, si vous avez besoin carrément d'une personne sur place pour les formalités, tout ça, je suis volontaire pour vous aider. Et on est très, très content, moi, Ahmed et les autres membres du groupe, pour cette idée qu'on aimerait bien lancer trop loin et surtout pour le transfert du savoir, parce que l'Algérie, elle a besoin énormément du savoir-faire. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas là-bas, mais il y a beaucoup de jeunes talents en Algérie qui ont dans leurs mains, dans leur tête et tout. Mais bon, il y a un léger recul vu les événements, surtout ces des dernières années. Mais comme il a dit M. Mebarek, le pays il est complètement vide. Il y a énormément d'opportunités dans tous les secteurs. Si vous rentrez par exemple dans un magasin, simplement soyez curieux et regardez dans les étals du magasin, vous allez voir que tout est apporté. Dans les usines, dans les chantiers, n'importe où. Même le service, on a besoin carrément, j'ai remarqué qu'il y a énormément aussi d'opportunités en matière de service, de bureaux d'études, d'ingénierie, fabrication, conception d'ouvrages, de machines spéciales, tout ça. Le pays, il est carrément vide. Je vous dis carrément vide. Je vous raconte une chose. Moi, j'ai l'âge de M. Mebarek. Hein, je suis dans la soixantaine. Hein, mais tu es encore jeune par rapport à moi. Merci. Mais cette idée, ça me tient à cœur. Ça fait des années. Et j'ai réussi à contacter et rencontrer Ahmed. Et je suis très content. Il est trop dynamique. Donc, je me trouve un peu jeune comme lui, un peu. Et je vous raconte une chose, j'ai passé un stage dans les années 86-87 en Inde, à Madras, dans l'extrême sud. Et là-bas, j'ai des collègues hindous. Eh ben, quand on s'assoit carrément pour prendre un café, ben, ils étaient trop curieux de savoir pourquoi je suis venu de trop loin pour chercher le savoir, alors que l'Algérie, elle est en face du G8, en fait, du G5, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne. Ils me disent pourquoi vous ne pouvez pas transférer le savoir de ces gens-là. Vous êtes à 1 heure de vol de l'Europe. Ça s'était gravé dans ma tête et c'était vraiment réel. Donc, on a besoin de transférer le savoir. L'Algérie, elle manque de savoir. C'est tout. Si un jour on réussit à transférer ce bien, hein, ben l'Algérie elle sera vraiment une puissance économique parce que c'est la porte de l'Afrique. On est un intermédiaire entre le nord et le sud. La position géographique et géopolitique de l'Algérie elle est vraiment impeccable. Donc, profitons de ça et j'espère qu'on réussira, Inch'Allah, et on partira trop loin avec ce groupe que je souhaite aller trop loin. Que Dieu nous entende. Merci bien. Merci, Mohamed. Merci beaucoup pour cette intervention. Je remercie aussi Monsieur Abdelghani Mebarek pour cette intervention, pour toutes ces informations en fait, très utiles. Comme j'ai dit en fait tout à l'heure, donc on continue en fait nos discussions sur Slack. Donc c'est un espace qui est ouvert à tout le monde. On va publier en fait l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. Donc si vous avez en fait des questions, je suis désolé en fait il y a pas mal de questions qui ont été posées. On n'a pas eu le temps pour y répondre, faute de temps bien sûr parce qu'on peut pas, ça peut pas durer indéfiniment. Mais en fait via nos groupes, vous pouvez toujours poser vos questions et on va en fait y répondre avec un grand plaisir. Donc voilà, merci encore à M. Mebarek pour cette intervention et merci pour vous tous pour votre participation et on vous dit à la prochaine, Inch'Allah, et au prochain webinaire de Algérie.